Bonjour, les élections européennes vont avoir lieu dans un peu moins d'un an. Ce sera le 9 juin 2024 et le débat est déjà très vif à gauche sur la stratégie à suivre. Est-ce qu'il faut une liste unique des partis de gauche sur le modèle de ce qui avait été fait aux législatives de 2022 ? Et est-ce que ce serait ça, au fond, une des réponses à la progression des extrêmes droites sur le continent ? On en débat aujourd'hui avec deux eurodéputés qui sont avec nous dans nos studios. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous étiez la tête de liste de la France Insoumise aux élections de 2019. Vous êtes aujourd'hui coprésidente du groupe The Left, la gauche, au Parlement européen. Alors on retrouve dans ce groupe des élus de partis comme Die Linke, les Allemands, Podemos, les Espagnols. Et en face de vous, David Cormand, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi élu depuis 2019 à Strasbourg. Vous siégez au sein du groupe des Verts et vous êtes candidat alors à diriger la liste écologiste pour les européennes de 2024. On va y revenir aussi. Alors je précise, avant de commencer, vous avez déjà beaucoup échangé sur ces questions de liste unique ou pas, de manière indirecte, sur les réseaux sociaux, dans la presse, par entretien interposé, mais c'est la première fois que vous en débattez publiquement, en face à face. Merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux ce débat. Alors je vais l'animer avec Mathieu. Mathieu Dejean, tu t'occupes des gauches françaises à Mediapart et je te laisse poser la première question. Merci Ludo. Bonjour à tous les deux. Donc je précise qu'on vous a invités tous les deux parce que vous représentez les deux partis de la NUPES qui sont les plus opposés sur cette question stratégique de l'opportunité ou pas de faire une liste commune pour les élections européennes. Manon Aubry, vous plaidez pour cette option depuis des mois avec la France Insoumise. Or, jamais la gauche n'est partie unie à ce scrutin, qui est un scrutin à la proportionnelle intégrale à un tour, dans lequel vous ne vous faites pas concurrence, en tout cas vous ne vous empêchez pas d'accéder au second tour. Donc pourquoi faire de 2024 une exception ? Parce que le contexte a changé, parce que la gauche n'est aussi jamais partie unie aux élections législatives et qu'il y a un an tout juste, s'est passé un événement majeur pour la suite politique de notre pays, qui est la construction de la NUPES. La construction de la NUPES, c'est une coalition de l'ensemble des mouvements de gauche qui ont en effet fait campagne l'un contre l'autre aux élections présidentielles et qui sont retrouvés derrière un programme commun, c'est pas rien, dont un chapitre sur les questions européennes, on y reviendra, et qui sont retrouvés avec une stratégie commune qui est celle de la conquête du pouvoir. Et puis, le contexte a changé aussi, j'imagine qu'on en reviendra, la montée de la droite et de l'extrême droite partout en Europe, qui de plus en plus travaillent ensemble, et en France très singulièrement, la montée aussi de Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y a un enjeu majeur pour ces élections européennes de l'an prochain, à la fois d'être à la hauteur de l'espoir des électeurs de gauche, puisqu'il y a un sondage qui indique que 76%, donc 3/4 des électeurs de gauche, souhaitent attendre une liste commune. Et moi, j'ai pas envie de les décevoir et de leur dire que c'est pas rien ce qu'on a créé la NUPES. Et puis, un enjeu aussi, c'est de pouvoir remporter ou arriver en tête de cette élection, barrer la route à Marine Le Pen qui sinon s'ouvre un boulevard pour 2027 et surtout montrer au reste de l'Union européenne, là où la droite et l'extrême droite sont en train de travailler ensemble, qu'il y a un pôle de résistance majeur. En France, la NUPES qui est regardée, je crois, avec beaucoup d'intention. David Cormand, sur la spécificité déjà du scrutin qui arrive, le fait que c'est pas des élections européennes comme les autres. D'abord, par rapport à la question qui est posée, moi je veux remercier la France Insoumise de sa proposition. Parce que c'est une proposition sérieuse, que moi je prends au sérieux. La proposition, c'est de faire une liste commune conduite par une ou un écologiste sur la base du rapport de force de 2019, qui, je le rappelle, est largement à l'avantage d'Europe Écologie Les Verts. Et 13,5% ouais. Et 6% et quelques. C'est ça, à peu près. Donc c'est une offre séduisante. Et d'ailleurs, si nous étions dans un calcul politicien, je pense que nous saisirions cette occasion. Sauf qu'il y a un des sondages qui nous a montré en duo, d'ailleurs, Manon, donc dans l'ordre Cormand, Manon Aubry, on serait tous ensemble à 26%. Ça fait longtemps que personne n'a fait 26% en France, même dans un sondage. Pourquoi, malgré tout ça, moi je suis sceptique. D'abord, est-ce que la situation a changé ? Oui, elle change tous les 5 ans. Au niveau des contextes. Là, elle a changé particulièrement, notamment par rapport à la montée de l'extrême droite, mais pas seulement. On est devant une situation géopolitique nouvelle, avec l'agression russe en Ukraine. On est dans la conséquence sociale, économique du Covid. Et on a un calendrier qui s'accélère en matière écologique. Pour ça, il y a deux choses, moi, qui me font
parmi d'autres, sur l'échelon européen, qui me font pencher sur la candidature autonome. D'abord, c'est celle qui permet d'avoir le plus de parlementaires issus de la NUPES à la fin. Or, ce n'est pas un sujet deuxième. Là, la semaine dernière à Strasbourg, sur un texte sur les suites du Pandora Paper, on a... Scandale d'évasion fiscale. Scandale d'évasion fiscale, on a raté un certain nombre de votes à une, parfois 0, 1, 2, 3 voix, c'est pas rien. Sur la loi de restauration de la nature, là c'est en commission environnement, mais la représentation des groupes dans les commissions est indexée sur notre poids relatif, c'est à 0 voix qu'on a bloqué les choses. Et donc en termes de rapport de force, bête et méchant au sein de l'Assemblée, il y a besoin d'être ensemble. Et puis la deuxième raison, c'est que je ne crois pas du tout que les autres groupes progressistes européens regardent la tactique électorale en France comme c'est suggéré par Manon. Je crois même le contraire. Alors, le poids qu'on peut avoir de conviction dans nos groupes respectifs, en tout cas c'est comme ça chez le groupe Vert et c'est comme ça aussi le groupe socialiste, ne passe pas du tout, au contraire, par une liste qui serait très peu comprise sur le fond au niveau européen si nous le faisions en France. Ça, je propose qu'on garde ça juste pour après sur le paysage européen, le Parlement européen, mais avant sur l'idée, si on y va séparément, on aura plus de sièges, la gauche dans son ensemble que oui, là-dessus, vous basez sûrement sur des sondages qui sont réalisés à 1 an de l'élection et sur lesquels voilà, il faut quand même prendre beaucoup de précautions. Dans les deux sens. Dans les deux sens, tout à fait. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'au scrutin européen, si on fait moins de 5% des voix, on n'a pas d'élus. Donc, en tout cas, si vous voulez répondre là-dessus, Manon. Oui, si je peux répondre là-dessus, même si la question de ce qui se passe à l'échelon européen est hyper important, et j'ai pas de problème à en discuter, je pense que c'est important qu'on l'ait ensuite. Mais d'abord, sur la question des sondages, c'est clair, on peut acter un désaccord. Moi, je ne crois pas qu'on aura nécessairement moins d'élus avec une liste de la NUPES. En effet, les sondages à 1 an des élections sont toujours incertains, mais surtout, ces sondages, ils ne tiennent pas compte d'une dynamique éventuelle. Imaginez si on dit aux électeurs de gauche que pour cette élection, vous avez une liste commune qui peut arriver en tête et qui porte un espoir. Enfin, moi j'ai envie de faire de la politique aussi avec de l'enthousiasme. Il y a plein de gens qui nous ont dit l'an dernier, quand la NUPES a été créée, enfin, merci, ne lâchez rien sur les marchés. Ils nous disent encore, il va falloir continuer à renforcer et maintenir cette union parce que et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et avec tout le respect qu'on a l'un pour l'autre, David et moi, on s'entend bien, etc. Une campagne pour les élections européennes, si on est séparés, ça va être 6 mois, on va essayer de se départager un électorat commun. Et moi, je ne suis pas prête à ça. Et on l'a fait l'expérience pendant la campagne présidentielle, où au bout d'un moment, Yannick Jadot et Anne Hidalgo disaient presque qu'on était des agents de Poutine. Et j'ai pas envie qu'on revienne en arrière là-dessus, sur ce type de caricature qui n'aide pas à construire la gauche dans la suite. Et la deuxième chose, c'est à l'inverse. Ça ne tient pas compte des dynamiques positives, mais à l'inverse, imaginez des listes séparées. Le niveau de désespoir, de désespérance qu'on peut créer dans l'électorat de gauche, et à cela s'ajoute en effet le seuil à 5%, et on ne va pas se mentir, je ne pense pas que les 4 composantes de la NUPES, on pourrait ajouter Génération en 5e, arriveront à passer le seuil des 5%. Ça veut dire que toutes les composantes de la NUPES ne seront pas nécessairement représentées. Et moi, je pense qu'il faut qu'elles soient représentées. Et quoi qu'il arrive, oui, il y aura quelques listes du PRG, de Cazeneuve ou de je ne sais quoi, mais elles existeront quoi qu'il arrive. Donc, je pense que voilà, on peut acter qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et maintenant, essayer de se concentrer sur le fond. Parce que moi, j'ai un peu du mal à ce qu'on entre par la question, est-ce qu'on va avoir plus d'élus ou pas ? Pour moi, là, d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on pense qu'il y a des convergences programmatiques ? Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce stade, Europe Écologie Les Verts disent non, quoi qu'il arrive, et qu'on ne se pose pas la question, y compris pour justifier d'éventuelles listes séparées. C'est un élément majeur du débat, et c'est comme ça aussi que l'ont pris les organisations de jeunesse de la NUPES, les jeunes écolos, les jeunes socialistes, les jeunes insoumis, qui proposent une méthode qui est celle de dire discutons du programme, voyons les convergences et les divergences, essayons de traiter les éventuelles divergences, et sur cette base, tirons-en la conclusion de est-ce que liste commune ou pas, mais on aurait tort à 1 an d'élection de se priver au moins du débat. D'abord, moi je pense que ce dont nous débattons, et c'est pour ça que j'étais rétif à participer à cet échange, est avant tout une question tactique.
Donc on a un désaccord là-dessus. Je veux bien qu'on puisse avoir une autre approche. Moi, je fais de la politique pour les idées. Oui, mais il y a de la tactique en politique. Mais là, je crois que c'est avant tout une question tactique. On pourra le développer, y compris par rapport à la NUPES, et je pense y compris par rapport à la formation principale qu'a créée la NUPES de LFI. Mais je vais revenir quand même sur l'histoire du nombre d'électrices et d'électeurs. Pourquoi les 4 composantes de la NUPES risquent de ne pas toutes faire 5%? C'est avant tout un problème du groupe que tu présides. Parce que si le PC a 5% et la liste LFI aussi, dans l'hypothèse où nous ne sommes pas ensemble, ils siégeraient dans le même groupe européen à la fin. Si nous étions dans une hypothèse où le Parti communiste et la LFI faisaient une liste commune, ce qui serait logique, puisque ça sera dans le même groupe et la même famille européenne à la fin, il n'y aurait plus ce risque. Mais législative, il y a aussi des groupes différents à la suite des législatives. Et tout le monde comprend qu'il y a des électeurs. Je réponds à l'aspect très précis. Socialiste, écolo, communiste. L'argument très précis, très factuel de dire qu'il y aurait un risque que toutes les listes fassent pas 5%. C'est vrai. Dans l'hypothèse que j'évoque, si chaque famille politique européenne avait une liste en cohérence en France, je ne crois pas que ce risque... Je dis la même chose au Parti communiste. Je ne crois pas que ce risque... Oui, mais il n'est pas là. Donc oui, mais c'est pour ça que je suis cohérente, parce que je m'adresse à toutes les forces politiques de la NUPES. Ensuite, sur les sondages ou quoi, toute chose étant égale par ailleurs, c'est qu'on ne peut pas à la fois se revendiquer des sondages pour dire nous serions à 26% si nous étions ensemble et ne pas les prendre en compte pour dire que si on prend l'hypothèse séparée, ça fait non seulement un plus gros pourcentage, et je pense qu'en termes d'espoir pour la suite, mais on en parlera peut-être après, ça me paraît plus porteur, mais aussi plus d'élus. Et j'ajoute un sujet, c'est que dans tous les sondages qui ont été faits, n'ont pas été évalués l'hypothèse. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une liste du Parti socialiste hollandais pour faire vite dans tous les cas de figure. Je ne crois pas du tout. Le PRG indique qu'ils en auraient quoi qu'il arrive. Je pense en revanche qu'elle est assurée s'il y avait une liste NUPES. Donc là, déjà, il y aurait une autre liste qui n'est pas sondée dans aucun des sondages qui a été fait. Et ensuite, il y aura aussi une liste écologiste fédéraliste, bien sûr. Et donc, à la fin, c'est pas 26, 25, 24 qu'on pourrait faire. C'est beaucoup moins. Et je vais ajouter un dernier élément par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité, quelle que soit la personnalité qui dirigerait cette liste. Une liste NUPES, ça sera perçu, à tort, à raison, mais pas forcément à tort, comme une liste qui portera quand même l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon sur les européennes. Je crois qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. Et pour une raison très légitime, le slogan de la NUPES, c'était Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. On ne peut pas faire comme si cet élément politique puissant n'existait pas. Or, la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon aux européennes, à chaque fois qu'elle a été représentée, c'est-à-dire on en est à 3 fois, 2009, 2014, 2019, n'a jamais dépassé 7,5%. Peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Mais moi, je m'interroge sur l'opportunité, y compris en termes de dynamique électorale. Je parle des européennes. Je parle des européennes. C'est logique que tu répondes comme ça, parce que je ne crois pas que les européennes soient la reconduction des élections présidentielles. D'ailleurs, elles l'ont rarement été, jamais été dans l'histoire. Et donc je crois que s'enferrer dans un récit présidentiel 2022 pour les européennes 2024, c'est non seulement, à mon avis, une erreur quand on est pro-européen et fédéraliste comme je le suis, mais même d'un point de vue franco-français, je ne pense pas que ça soit générateur d'énergie. Alors, juste sur le nombre de listes, factuellement, en 2019... On fait une réponse là-dessus, sur les différents points que vous avez développés, et ensuite on bascule sur le fond, et je pense que c'est le plus important. Parce que c'est un peu ce sur quoi on s'était entendu, y compris, malgré vos réticences, sur le projet d'entretien. Et en l'occurrence, David était réticent au projet d'entretien, mais c'est dommage à la fin en effet qu'on parle que de tactique et qu'on commence en effet par le contenu. Mais en 2019, en l'occurrence, il y avait 33 listes candidates aux élections européennes. Il y avait le parti animaliste, il y avait le parti pirate, il y avait des listes gilets jaunes. Et ces listes, moi je pense qu'elles existeront quoi qu'il arrive, parce que en fait, c'est beaucoup plus facile de constituer une liste pour les élections européennes. Et enfin, quelle ligne politique va porter une potentielle liste NUPES? En fait, c'est la question intéressante que tu poses. Et je propose que cette question, et ça fait la transition vers la suite, ce soit la question qui nous permette de trancher s'il y a une convergence ou non. Je pense qu'il y a une évolution, une acculturation respective sur les questions européennes de la part de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, parce qu'on a mené plein de combats en commun à l'échelon européen, et que c'est sur cela qu'on doit construire pour la suite, ne serait-ce que si l'on veut avoir une candidature commune en 2027. En l'occurrence, il faudra aussi qu'on s'entende sur la question européenne. Et je crois que vous aviez une opportunité de mener ce débat avec la proposition que nous faisions
preuve que nous n'étions pas dans une tentative hégémonique, mais dans une réelle volonté de construire la NUPES dans la durée. Et je crois que ça nous donne la transition toute trouvée vers à quoi pourrait ressembler un projet commun. Alors, juste avant, Manon Aubry là-dessus, donc, si on bascule côté Parlement européen, alors moi j'y vais parfois à Strasbourg comme à Bruxelles pour le couvrir pour Mediapart, et c'est vrai que je me dis, les eurodéputés qui ne sont pas français, qui sont quand même la majorité des eurodéputés qui travaillent dans ce Parlement européen, comment ils regardent ce projet de NUPES et quel est le sens finalement d'une liste commune, puisqu'ensuite chacun des élus va être dispatché dans les groupes traditionnels, c'est-à-dire pour faire un peu de pédagogie, un groupe des sociodémocrates, un groupe où vont les socialistes et Place Publique, un groupe des écologistes, et puis à gauche, le groupe que vous co-présidez pour la LFI. Si les Français sont les seuls à faire ce genre d'alliance, si on se place depuis Bruxelles, ça ne changera pas grand-chose au jeu européen. Et en fait, le fond de l'affaire, c'est quand même qu'on va se retrouver en 2024 avec une forte augmentation des votes d'extrême droite et que c'est ça qu'il va falloir contrer. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça changerait vraiment par rapport à la manière dont vous travaillez déjà aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses là-dessus. D'abord, on n'est pas un cas isolé en Europe, puisqu'il va y avoir des élections en Espagne dans quelques semaines, où à la fois une coalition qui s'appelle Sumar, qui regroupe des écologistes, et Podemos, donc Podemos qui siège dans notre groupe, Ernest Urtasun par exemple, qui siège avec les écologistes, et qui d'ailleurs s'était déjà présenté ensemble sur la liste de Podemos en 2019. Qui sera le porte-parole. Et qui sera le porte-parole de Yolanda Díaz pour les élections. Et puis, je pense aussi qu'au niveau européen, la donne a changé. La donne a changé parce que aujourd'hui, entre le début du mandat et la fin du mandat, le cordon sanitaire qui existait traditionnellement entre la droite et l'extrême droite a complètement sauté. Donc la droite et l'extrême droite collaborent ensemble, notamment contre toutes les politiques climatiques. Ce qui a poussé à un changement d'attitude, notamment de la part du groupe socialiste, qui est assez intéressant. Iratxe García Pérez, qui est une Espagnole présidente du groupe socialiste, qui d'ordinaire, c'était la tradition au Parlement européen, diriger le Parlement européen avec les libéraux et la droite. Elle, sans doute, s'est-elle aperçue que diriger avec la droite, ça devenait problématique, et désormais se tourne aussi sur sa gauche pour, y compris, penser les coalitions et comment on pèse sur le jeu européen. Et quand on a un bloc de gauche, on n'est pas d'accord sur tout, mais quand on a un bloc de gauche qui pèse par exemple sur la loi sur la restauration de la nature ou autre, on a un bloc qui ensuite fait pression sur Renaissance pour qu'ils choisissent leur camp, et très traditionnellement Renaissance est partagée au niveau européen. Mais ça c'est déjà le cas du coup. Comment ça va changer dans votre idée? Je vais vous donner un exemple précis, notamment depuis que la NUPES a été créée et parce que le contexte a changé au Parlement européen, on se parle entre les différentes délégations. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Ça veut dire que on va discuter dans nos groupes respectifs, utilité qu'on soit dans 3 groupes différents, pour mener la bataille sur des sujets qui nous réunissent, qui ne sont pas forcément consensuels dans nos groupes respectifs. Parfois, j'ai plus de points communs avec les écologistes français que les écologistes français n'en ont avec les écologistes allemands, ou que moi j'en ai avec le PCP, qui est le Parti communiste portugais. Et un exemple concret, c'est sur la taxe carbone. L'extension de la taxe carbone aux particuliers, et notamment aux individus, au transport et au logement, qui va se solder par une augmentation du coût du logement, du coût du transport et notamment de l'essence. Parce qu'on est français, qu'on a eu l'expérience aussi des Gilets jaunes, les délégations françaises, écologistes, socialistes et insoumises n'ont pas voté cette taxe. Alors que le reste des écologistes, le reste des socialistes l'ont voté. Mais de manière très isolée à gauche, pour le coup. Mais oui, mais je pense que en étant présent dans ces 3 groupes différents, parce qu'on est aussi le deuxième contingent européen, c'est-à-dire 79 députés qu'on envoie au Parlement européen, en fait, ça peut peser sur un certain nombre de grandes questions. Et moi, j'assume de dire que, indépendamment de ce qui se passera en 2024, oui, on continuera à se coordonner. Parce que, en fait, on ne se bat pas au Parlement européen pour avoir des places. Et je sais qu'en plus, c'est pas du tout le cas des écologistes français de absolument faire partie de la coalition d'Ursula von der Leyen, etc. La présidente de la Commission européenne. La question, c'est comment on crée un bloc de gauche qui pèse dans un contexte où il y a un bloc de droite et d'extrême droite. Ces 2 blocs sont à peu près de la même taille, et on va pas se cacher, ce qui va à la fin faire la différence, c'est le bloc des libéraux au milieu. Et tout ce que tu viens de dire est parfaitement vrai, mais il n'a aucun rapport avec la stratégie qu'il faut avoir en France, d'ailleurs la preuve. Je répondais à la question qu'est-ce que ça changera au Parlement. La question, c'est qu'est-ce que ça change? La preuve, tout ce que tu décris, c'est des choses qu'on fait déjà, alors que nous n'étions pas sur une liste ensemble la dernière fois. Donc en fait, ça change
rien. Et par ailleurs, Je pense que ça s'est mis en place progressivement quand même. Non, oui, mais ça n'avait rien à voir avec la stratégie de départ, puisqu'on n'était pas sur une liste commune en 2019. Donc c'est OK, mais c'est un constat du réel. La question, moi, qui m'intéresse, c'est en quoi ça crée une avancée, une dynamique. Et moi, je vois dans mon groupe, alors peut-être que parce que les autres verts européens sont méchants et qu'ils ont tort, ce choix stratégique en France ne nous renforcerait pas dans notre capacité de conviction de notre groupe. Et je pense que ce sera pareil au Parti socialiste et au groupe socialiste. Or, et tu l'as démontré très bien, notre capacité à peser est indexée sur le poids respectif que nous avons dans nos groupes respectifs. Et là encore, le nombre de députés qu'on obtient à la fin... On revient de la tactique, finalement. Mais non, c'est du rapport de force électorale de base. C'est du rapport... La réalité, c'est qu'une liste commune, ça fait plus de députés européens, LR, ça, on avait acté un désaccord là-dessus. Oui, mais d'accord. C'est un vrai désaccord stratégique. Oui, mais si on dit, c'est un désaccord, mais c'est quand même un élément. Si on veut peser dans ce Parlement, il faut être plus nombreux. Et c'est la même chose du côté de l'extrême droite. Je veux dire, les projections, alors ce sont des études en un an, les deux effets, c'est plus de voix pour la liste LREM, plus de voix pour la liste extrême droite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on a une stratégie lisible en France pour parler d'Europe avec des différences de fond en termes d'imaginaire qui existent, parce que les différences et les différences politiques, ce n'est pas qu'une affaire de vote, même si on peut parler des votes, c'est aussi une affaire de récit politique, surtout si on pense que l'Union européenne est un objet politique qu'il faut habiter d'un point de vue politique, et comment, à la fin, chacune et chacun arrive à être les plus forts, les plus nombreuses et nombreux pour peser au niveau européen. Moi, c'est ça ma boussole dans le choix que je fais. C'est-à-dire que c'est pas comment on raconte une histoire uniquement en France, mais comment on arrive à être cohérent avec des Françaises et des Français qui ont quand même compris qu'on a, notamment sur les questions européennes, sur les questions géopolitiques, etc., des différences qui sont structurelles. Moi, je pense qu'elles ne sont pas insurmontables. Moi, je pense qu'elles ne sont pas insurmontables. Mais pour finir sur la question tactique et sur le signal que ça va envoyer, on se projette le soir du 9 juin 2024, donc de cette élection qui a un tour des élections européennes. Vous imaginez le signal envoyé par la France, il faut se mettre, on regarde TF1, France 2, France 3 ou Mediapart si vous faites une émission en direct, les bâtons qui s'affichent. Vous avez les deux bâtons, Rassemblement National et macronistes, qui sont loin devant, et puis tous les petits bâtons de la gauche. Alors je vois déjà les articles de Mediapart, la gauche la plus belle du monde, ou je sais pas quoi, la gauche divisée, Pardon, etc. mais ça, c'est un récit autoréalisateur. C'est un récit, c'est un élément de langage autoréalisateur. Mais je suis pas d'accord avec ça. Tu penses sérieusement que Europe Écologie Les Verts... Il y a une autre façon de raconter cette histoire. Tu penses sérieusement que Europe Écologie Les Verts va faire plus de 20% aux élections européennes seules ? D'abord, c'est les gens qui vont décider de ça. Bien sûr, mais tu ne cesses de te reposer sur les sondages. Surtout, je suis pas d'accord et je réagis à ça parce que cet élément de langage autoréalisateur, je trouve, n'est pas responsable. Non, mais David... non, je réponds à ce que tu viens de dire. C'est un débat. Oui. C'est un débat. On a le droit de débattre. Mais je pense que... tu me laisses répondre à ça. Mais j'ai pas fini mon développement. Non, mais si, tu as expliqué l'histoire des bâtons. Donc j'aimerais pouvoir réagir à cet élément-là. Sauf à penser qu'Europe Écologie Les Verts va faire 25% et peut tout seul défier les macronistes. Moi, je pense qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Depuis un an, j'entends la France Insoumise, toi et d'autres, utiliser ce même élément de langage. Et quand on est plusieurs à le dire, ça devient un élément de langage sur, imaginez-vous, le 9 juin, les petits bâtons ou quoi. Pardon, mais il y avait une autre façon de raconter cette histoire, et c'est nous ce que nous ferons. C'est de dire additionner ces bâtons. Mais les médias, excusez-moi, mais il faudrait vraiment s'éloigner du débat sur les sondages. Parce que le périmètre politique de la France Insoumise et de la NUPES, c'est pas justement que la France Insoumise ou qu'un truc qui ressemble à la France Insoumise. C'est la diversité, y compris, qui pourra nous faire gagner. Mais même au législatif, quand on avait la NUPES ensemble, les médias nous mettaient même pas ensemble. Donc, là, c'est une certitude que aucun de nous peut atteindre les 25%. Et que moi, j'ai envie de donner de l'espoir aux gens qui nous regardent en se disant on peut y arriver. C'est compliqué si tu n'écoutes pas. Moi, je ne sais pas si on fera plus. Je sais que l'addition de nos listes respectives feront plus qu'une liste artificiellement unie. C'est ça mon désaccord fondamental. Mais pourquoi tu les additionnes si tu penses que c'est artificiel? Non, j'additionne parce que le périmètre politique de la NUPES, ce sont les forces qui la composent. C'est ça la différence. Mais pour vous aider, je propose qu'on reparte du fond, parce qu'en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ce qu'on allait proposer, et on sort d'une projection sur 2024 et tout, parce que là, je pense qu'on a... Les gens qui nous suivent ont à peu près compris des positions là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de quelques divergences qui ne seraient pas forcément insurmontables. Je propose qu'on revienne par là sur le débat, puisqu'il y a quand même des accords récurrents qui sont pointés. Alors vous allez nous dire
ce qui vous paraît surmontable ou insurmontable, ou pas surmontable du tout, sur Europe de la défense, OTAN, mais je pensais aussi à un dossier qui vous est cher sur les ressources propres, la question d'un budget par exemple de l'Europe, quoi. Est-ce qu'on peut, donc à la fois des questions institutionnelles pour donner plus de compétences à l'Europe face à des crises, etc. Il me semble que là-dessus on est quand même sur un point difficile, et aussi sur les questions internationales. C'est quoi les marges de manœuvre? Comment on fait? Parce que là, en gros, la méthode que vous proposez, elle se confronte très rapidement à un genre de sujet en quelques semaines. Moi, je propose qu'on... Ça paraît un peu... Je propose, mais peut-être que les journalistes de Mediapart peuvent nous aider à faciliter ces discussions, qu'en effet, on parte de chacun de ces points, y compris des points supposés ou réellement divergents entre nous. Je dis supposés, il y en a, ils sont très faciles à évacuer. La question des ressources propres, nos votes parlent pour nous-mêmes. On a soutenu absolument toutes les nouvelles ressources propres au niveau européen. J'ai travaillé à Oxfam avant d'être élue au Parlement européen. J'ai milité pendant des années sur la taxe sur les transactions financières. On est pour une taxe sur les ressources plastiques, pour aussi une taxe qui permette de reprendre à la source les entreprises qui font de l'évasion fiscale. Donc ce sujet, pour moi, il est facile. David siège en commission budget, on a souvent déposé des amendements ensemble, donc pour moi, il n'est pas problématique. La question internationale, je pense qu'il faut la traiter sérieusement et on peut les prendre dans l'ordre. Sur la question de l'Europe de la défense, la proposition de la Commission européenne est une coopération militaire européenne arrimée à l'OTAN. Oui, c'est vrai, les Verts soutiennent ce projet en tant que tel. Nous sommes, disons, hostiles à la coopération avec l'OTAN qui en fait nuit à la souveraineté de l'Union européenne, mais nous ne sommes pas hostiles à des coopérations militaires européennes, à la fois pour assurer une défense mutuelle, mais à la fois en termes industriels, construction d'armes, etc. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a eu la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines en France, et nos trois groupes ont déposé des amendements communs qui défendent justement cette alternative qui est des coopérations militaires européennes, mais qui transforment l'Europe de la défense, qui est, je pense, pas à prendre ou à laisser en tant que telle, mais ça fait partie des sujets dont on peut discuter, ce d'autant plus que historiquement, les Verts ne sont pas les plus grands fervents de l'OTAN, donc je pense qu'on pourrait réussir à se retrouver dans ce chemin-là. Alors, là-dessus, sur la question juste Europe de la défense, ça vous paraît jouable d'enclencher une discussion sur ces terrains et s'entendre, ou pour vous, là, les débats qu'il y a eu depuis le début de l'offensive de la Russie en Ukraine rendent tout ça impossible? D'abord, ces discussions, elles ont lieu au Parlement européen, quand il y a des discussions entre les différents groupes. Car encore une fois, la discussion, c'est pas de savoir si on peut se mettre d'accord ou pas sur des trucs, c'est l'opportunité ou pas de faire une liste commune, NUPES, qui s'appellerait NUPES en France. C'est ça le débat. Après, sur cette question-là, oui, il y a des différences fondamentales, parce que la position des Verts par rapport à la défense, c'est pas que la défense, c'est d'avoir une Europe qui a un poids géopolitique. Et je pense que depuis l'agression russe en Ukraine, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective de poids géopolitique et souverain des peuples européens en dehors de l'Union européenne. Et c'est la différence fondamentale d'imaginaire que nous avons avec les positions historiques de la France insoumise, qui restent celles d'ailleurs qui sont rappelées par Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas une petite voix qui porte, quand on est la France insoumise, c'était notre candidat pour être Premier ministre. Donc on ne peut pas le mettre de côté et dire tout ce qu'il dit n'a pas d'importance, ça on a. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Et donc nous ne sommes pas dans une réduction de la construction de la diplomatie et de la défense européenne à une simple coopération interétatique, parce que nous ne sommes pas pour une Europe des nations. Nous sommes pour une Europe fédérale. Et nous pensons qu'il est temps de déléguer à l'Union européenne, et d'ailleurs il faut être cohérent, y compris si on veut se débarrasser de l'OTAN. Et d'ailleurs, l'agression russe... On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord maintenant sur... Non, mais je vais répondre. C'est qu'on souhaite... Non, mais on souhaite, nous, qu'il y ait vraiment un poids diplomatique purement européen, et que ce ne soit pas une coopération uniquement des États. Alors ça, c'est une perspective, évidemment, à moyen et long terme, mais dans le monde géopolitique qui est en train de s'organiser, si on veut avoir du poids critique par rapport à la Chine, et là aussi, on veut être clair, y compris dans les menaces qu'exprime la Chine par rapport à Taïwan. Si sur toute cette espèce de nouvelle marche du monde qui est en train de s'organiser, c'est pas une simple coopération pour construire des drones qui va permettre à nos pays et à l'Union européenne de peser. Et donc ça, en termes de perspective politique, d'imaginaire politique, ça ne se traite pas sur un coin de table en faisant un accord électoral ou un accord programmatique pour les 5 ans qui viennent. L'Union européenne, et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est, je pense, quelque chose qui, malgré tout, nous sépare. C'est pas, comment dire, un mal nécessaire ou un truc avec lequel il faut faire.
c'est pour les Verts et pour Europe Écologie Les Verts la perspective de l'exercice plein et entier d'une réelle souveraineté des peuples européens. Il n'y aura plus de souveraineté pleine et entière des peuples européens si on ne s'appuie uniquement sur les États-nations. Ce n'est plus ça le monde dans lequel on veut vivre. Et si ce n'est pas au moment d'une campagne européenne où on porte ces imaginaires, quand est-ce qu'on le fera ? On ne le fera jamais. Et donc, moi, je ne vais pas me présenter aux élections européennes en France avec un truc franco-français qui s'appelle NUPES, comme aux élections législatives de 2022, pour parler d'un récit européen pour l'avenir des peuples européens. Alors, c'est juste pas la je même peux chose. répondre que c'est un débat qui est super intéressant sur le fond. Juste poser une question en termes de vision du monde sur ce que vient de dire ouais. sur le récit par rapport à ce que vient de dire David Cormand. C'est vrai que la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, vous avez toujours eu des positions assez différentes historiquement sur l'Europe et votre conception de l'Union européenne. Et ce que disait David Cormand sur effectivement la ligne qu'avait impulsée Jean-Luc Mélenchon là-dessus, c'était quand même d'être très critique vis-à-vis de la concurrence libre et non faussée en Europe. Et ce qui l'a amené en 2017 à avoir cette idée d'un plan A, plan B, qui laissait la porte ouverte dans le cas du plan B à une sortie de l'Europe. Depuis, vous vous êtes éloigné de ça. Enfin, dans le programme L'Avenir en commun de 2022, il n'y avait plus cette formulation, mais celle d'une désobéissance au traité européen en cas d'impossibilité d'appliquer le programme de la France Insoumise au niveau national. Est-ce que là-dessus, vous pensez qu'aujourd'hui, vous vous êtes rapproché sur l'idée que effectivement, il faudrait à un moment, s'il n'y a pas d'autre solution, désobéir au traité européen? Je pense qu'on s'est rapprochés, c'était l'objet des discussions qu'on a eues au moment de la construction du programme de la NUPES, où ensemble, nous avons fait état des règles européennes dont on pense qu'elles sont en contradiction avec l'application d'un programme ambitieux au niveau européen, au niveau national. Je prends un exemple dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui est la question du fret. La Commission européenne demande à la France de solder une partie de sa filiale fret SNCF, qui va se traduire par une cessation de 30% de l'activité de fret SNCF. Nous, on pense, comme les écologistes, que le fret est essentiel. La France est à la traîne au niveau européen. On a 9% seulement de part modale en fret versus quasiment 20% pour le reste de l'Union européenne. Donc, c'est un des exemples concrets où je pense que si on était au pouvoir, et c'est peut-être ce qui a changé dans notre approche de l'Union européenne, moi, j'ai pas peur de dire qu'on est pragmatique et on se place dans l'exercice concret du pouvoir. Que là, vous parlez à chaque fois des dossiers quand c'est vrai que le récit sur la désobéissance, etc., qui est peut-être moins compatible avec certains alliés de la NUPES, est un peu mis de côté. Non, je ne crois pas qu'il soit incompatible et c'est pour ça que je me force à vous donner des exemples concrets pour dire que si on était confronté à cette question, si on était sérieux, et moi en tout cas j'y ai vraiment cru à Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, pas seulement pour Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai cru à la gauche au pouvoir, parce que je fais partie de cette génération qui n'a connu que François Hollande et qui n'a été que déçue par la gauche. Et donc si on y croyait vraiment et qu'on se place dans cet exercice concret du pouvoir, et c'est d'ailleurs pour vous raconter le récit des négociations, comme ça qu'on s'est mis d'accord en disant, imaginez, là on est le Conseil des ministres, on fait comment ? La Commission européenne nous demande la fin des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Comment on fait ? On tente d'obtenir une dérogation, on tente d'avoir des alliés au sein de l'Union européenne, et in fine, on finit par désobéir. Et finalement, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce débat, c'est de sortir ce dans quoi, d'ailleurs, les macronistes essaient de nous enfermer, qui est un débat pour ou contre l'Union européenne. Moi, c'est un débat avec lequel, une manière de poser le débat avec lequel je suis très mal à l'aise. Si on dit plus de compétences à l'Union européenne en matière environnementale, en matière de lutte contre l'évasion fiscale, en matière de ressources propres, je dis oui. Et d'ailleurs, l'Union européenne est beaucoup plus progressiste que Macron sur la directive sur les travailleurs des plateformes, sur les normes environnementales, sur le devoir de vigilance des multinationales. Sur la supériorité du droit européen, par exemple, du droit national. Je finis là-dessus. Mais en revanche, ouais. Si c'est pour plus de compétences de l'Union européenne, par exemple en matière de libre-échange, à l'heure actuelle, pour accepter et valider les traités de libre-échange au niveau européen, il faut l'unanimité des États membres. Eh bien moi, et c'est une question aussi pour David, je ne veux pas qu'on modifie cette règle, parce que sinon, demain, ça veut dire qu'on a une quinzaine, vingtaine de traités de libre-échange qui vont être adoptés sonnant et trébuchant, d'autant plus dans un contexte où les gouvernements de droite et d'extrême droite sont en train de prendre le pouvoir au niveau européen. Donc, pour répondre à David, on n'est ni pro ni anti-européen, et je crois qu'il y a un mauvais procès qui nous est fait. On le démontre à la fois à travers notre travail au Parlement européen, mais aussi à travers notre programme pour les élections présidentielles de 2022. Vous l'avez mentionné, on a écrit
tout un long document programmatique sur la manière dont on s'y prendrait, en dépassant ce débat pour ou contre, fédéralisme ou pas, ou en pratique on vote pas pour le fédéralisme, mais en disant dans les objectifs sociaux et environnementaux qu'on s'est fixés, dans quelle mesure l'Union européenne est un levier, dans quelle mesure elle est un obstacle, et on ne ment pas aux gens. On ne fait pas du François Hollande en disant on va renégocier les traités. On sait que c'est difficile à le faire en 5 ans, donc on dit concrètement comment on s'y prend. Et je crois que de toute façon, cette question, il faut qu'on se la pose pour 2027 si on veut gouverner ensemble. Et je crois que les écologistes, les socialistes veulent qu'on gouverne ensemble en 2027. Donc j'ai envie de dire, autant le faire dès 2024, et en tout cas se poser la question dès maintenant, ça nous donnera de la force pour la suite. Sur la question de... je pars du dernier argument. Il faut se mettre d'accord dès maintenant pour 2027. Moi, je pense que là aussi, c'est une grave erreur le fait que la France insoumise et ses représentantes et représentants répètent ça à longueur de temps, parce que c'est en train, pour le coup, de tuer l'espoir. Parce que d'abord, il n'y aura pas de liste NUPES aux européennes dans un an. Et c'est pas qu'à cause des Verts, le Parti communiste le souhaite pas, le Parti socialiste, quand bien même son dirigeant le souhaiterait, n'est pas en état interne de le faire. Donc c'est continuer à faire miroiter une hypothèse qui n'aura pas lieu. Et donc dire, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs dans une interview récente, que s'il n'y a pas de liste unique en 2024, c'est condamner l'espoir en 2027, je pense que c'est prendre une très lourde responsabilité. Nous avons pris la responsabilité inverse par la voix de notre secrétaire nationale, Marine Tondelier, en disant qu'en tout état de cause, nous travaillerons pour l'Union et nous ferons l'Union en 2027. Après, il y a une autre question qui se pose. C'est l'Union en 2027, est-ce que ça s'appelle la NUPES ? Et moi, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Parce que le périmètre politique qu'a su construire la NUPES, et c'est une avancée par rapport à ce que ça aurait pu être si ça n'avait été pas le cas, décisive en 2022, qui n'a pas permis de gagner. Et donc moi je crois, qu'y compris après le mouvement social qu'on a connu depuis quasiment 6 mois sur les retraites, où je regarde aussi les études qui montrent que nos images respectives au sein de la NUPES, alors que c'était le combat social par excellence, la défense des retraites, est plutôt mauvaise, ou en tout cas n'est pas aussi bonne qu'on aurait pu l'attendre. Je crois que plutôt que de vouloir dire quoi qu'il arrive, il faut faire NUPES aux européennes, sinon tout va s'effondrer, met en danger la possibilité de l'Union pour la suite. Sur la question de la désobéissance, je vais vous dire, moi j'en ai ras-le-bol qu'on utilise le terme de désobéissance, que ce soit comme un totem ou comme un tabou. Depuis que l'Union européenne existe, il y a toujours eu des pays, notamment la France, qui refusent de suivre des règles européennes. Et d'ailleurs, pour le plus grand mal, le plus souvent. Aujourd'hui, la France est l'une des championnes d'Europe de la désobéissance sur les règles environnementales. Donc, il a voulu, oui, mais qui a voulu faire d'un totem, pour le coup, le terme de désobéissance ? C'est pas un totem. Si. D'ailleurs, on dit désobéissance, dérogation, vous utilisez... Manon, non, mais il ne faut pas nous faire de faux procès. Manon, tu as pu développer, oui, c'est toi qui as insisté et qui est revenu sur le terme de désobéissance. Mais désobéissance ou dérogation ou contournement, c'est toi qui as mis dans le débat, utiliser le dico des synonymes, c'est pas un souci. C'est toi qui as mis dans le débat le terme de désobéissance. Autorise que je puisse dire mon avis et mon ressenti par rapport à ça. C'est l'idée qui compte. Sinon, c'est Qu'est-ce que tu penses de l'idée de fond ? Sinon, c'est plus un débat. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de fond ? Si tu me permets, je vais développer mon idée comme tu as pu le faire. Ça nous permet de débattre dans de bonnes conditions. C'est aussi un beau moyen quand on veut faire des accords. C'est déjà un préalable. Et donc moi, cette espèce de... et je dis bien que c'est un totem que vous avez souhaité d'ailleurs imposer avec force lors de nos discussions de 2022. Tu te rappelles d'ailleurs qu'on en discutait. Et j'ai noté d'ailleurs que le Parti socialiste n'avait pas mis ce terme de désobéissance. Et je pense que vous avez tort de faire du terme désobéissance un totem. D'abord parce que je l'ai démontré, c'en est pas un. Et surtout pour une autre raison. Qui sont les forces politiques aujourd'hui qui revendiquent le fait de désobéir à l'état de droit ? Qui avec le plus de virulence sont ceux qui disent « il faut s'asseoir sur les règles européennes ». C'est l'extrême droite. Qui en France a fait la une du JDD il y a quelques semaines en disant que leur revendication principale pour la campagne des européennes, c'est de ne plus suivre les préconisations de la Cour de justice européenne. C'est M. Ciotti et ses amis. Et donc moi j'alerte l'ensemble de la gauche et des progressistes qui voudraient faire d'une identité politique le fait de dire il faut dire désobéissance, désobéissance, désobéissance. Ce qu'il faut, c'est construire des rapports de force les plus puissants possibles
partout on peut les construire. À l'échelle des États, c'est pour ça qu'il faut faire un accord en 2027. À l'échelle du Parlement européen, c'est pour ça qu'il faut que nous défendions chacune et chacun nos forces au moment de l'élection européenne. À chaque moment où on doit être aux premières loges pour mener ces luttes, il faut les faire, ne pas confondre les calendriers, et y compris à vouloir imposer des récits qui, à l'arrivée, ne seront pas porteurs pour les idées que nous défendons. D'abord, sur l'accord de la NUPES imposé avec force, je crois que personne n'a forcé qui que ce soit à signer l'accord de la NUPES, et même si c'est pas le récit dominant, moi j'en tire plutôt un bilan positif, même si ça mérite d'être approfondi, renforcé, avec 150 députés, et un programme, c'est pas rien quand même d'avoir un programme commun de la gauche, sinon si on faisait campagne sans programme, ça n'aurait pas eu de sens. Et j'ai pas le sentiment d'avoir tordu le bras à qui que ce soit, sinon libre était évidemment qu'il n'y ait pas de signature, si les gens s'y retrouvaient pas. Je finis moi aussi, David. Je finis moi aussi, David. Non, je finis moi aussi, David. Non, mais tu m'as... C'est pas tordre le bras des gens. Non, j'essaie de convaincre. J'essaie de convaincre, et c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. Les gens qui regardent cette vidéo et cet échange pourront nous dire s'ils sont convaincus ou pas. Moi, j'essaie juste de convaincre avec la force des arguments. Et sur la désobéissance, c'est pour ça que moi, j'en fais absolument pas un totem. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aucun problème à ce qu'on parle de dérogation, de rapport de force, etc. Et c'est pour ça que je me bats pour qu'on prenne des exemples concrets et pour répondre concrètement sur la liquidation de fret SNCF, sur la fin des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Comment on s'y prendrait concrètement? Et donc, on peut rediscuter de comment on raconte le récit, mais en pratique, ce qu'on ferait. Qu'est-ce qu'on ferait? On le ferait pas. C'est très simple. Et donc, ça s'appelle pas de la désobéissance de pas faire. Ça n'a rien à voir avec le sujet de notre discussion aujourd'hui, de faire ou pas une liste commune aux européens. C'est juste un autre. Parce que tu nous dis que la désobéissance, c'est ça qui est un élément divergent entre nous. Non, tu viens de faire la démonstration qu'on est d'accord. Bah voilà. Tout ce que je dis. Et donc concrètement sur la manière, si je peux terminer, sur la manière dont on s'y prendrait concrètement, c'est pour ça que je prends des exemples sur le fret, sur les tarifs réglementés, etc. C'est de la politique nationale, Manon. Mais non, c'est de la vision européenne, puisque tu nous parlais de vision européenne et que la question m'était posée sur la vision européenne. Et c'est vrai que c'est pas la question principale posée pour les élections européennes. Tu as raison pour laquelle nous proposons d'avoir un débat sur un programme d'action. Mais vous n'avez pas tort de dire qu'à cette occasion, on parle de notre vision de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs ce que vous saisissez, la différence dans les visions de l'Union européenne, pour expliquer nos divergences. Et c'est pour ça que j'essaie d'y répondre en disant, en fait, sur la manière dont on s'y prendrait concrètement, même si on a évidemment une histoire différente. Moi, je suis issue de la France du non de 2005, mais d'autres sont issus de la France du oui. Mais je pense que sur la manière dont on s'y prendrait concrètement, en réalité, on aurait des convergences. Et pour finir sur la question de la désobéissance, c'est aussi pour ça qu'on pose un concept aussi qui va avec de non-régression. Pareil, on peut appeler ça différemment. Mais l'idée est de dire, c'est pas désobéir pour désobéir, mais c'est d'éviter qu'il y ait un retour en arrière dans les droits sociaux et écologiques. Et c'est ce qui nous différencie de l'extrême droite, de Orban & Co. Et je crois que personne ne peut nous accuser d'avoir des points de convergence avec eux. J'aimerais vous poser une question avant qu'on termine ce débat. Dernière question. Voilà. Sur la NUPES, puisque c'est un thème qui est arrivé quand même dans le débat, et vous avez dit que... Et pour cause, c'est clair, en gros, il n'y aurait pas d'union de toute façon aux élections européennes et qu'il faudrait changer l'union de la gauche, qu'en tout cas, elle ne pourrait pas se présenter sous la forme actuelle de la NUPES en 2027, même si vous êtes pour une candidature unique de la gauche, si je suis bien ce que dit Marine Tondelier. J'aimerais vous poser une question quand même sur le fait que en France, on a vu que les partis de gauche se sont divisés à leur congrès sur cette question-là, qu'il y a une volonté d'autonomie des partis parce que leurs militants le demandent souvent, mais au-delà des partis, il y a un peuple de gauche qui, aux élections présidentielles par exemple, a exprimé une demande d'unité parce qu'il veut que la gauche gagne et que les écologistes gagnent, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus le temps. Comment vous faites pour leur répondre en fait? La NUPES est quand même considérée comme une avancée de ce point de vue-là. Vous avez l'air de vouloir en passer à autre chose, mais voilà, comment répondre à cet état de fait dans la population qui est parfois contradictoire avec la vie interne des partis? Eh bien, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, la réponse est quasiment dans votre question. Moi, je crois fondamentalement que la NUPES était un point de départ, mais pas un point d'arrivée. Je pense que c'était une réponse politique dans une circonstance spécifique, qui étaient les élections législatives qui ont suivi l'élection présidentielle, mais qui, et d'ailleurs je l'ai défendu, donc il fallait le faire, mais dans une stratégie défensive. Et je crois que si nous conservons à toute force ce récit politique tel qu'il était aux législatives de 2022,
nous ne répondons pas à l'exigence du peuple de gauche et écologiste dont vous parlez, d'avoir une chance de gagner en 2027. J'ajouterais même que, puisque nous posons le fait qu'il y aura l'union en 2027, pour toutes les raisons que vous avez données. Le sujet dès lors, c'est plus tant la qualification au deuxième tour de la présidentielle, mais de ne pas perdre au deuxième tour de la présidentielle, contre vraisemblablement la candidate de l'extrême droite. Et si on se dit ça, on n'est plus dans cette stratégie du socle de résistance qui était la NUPES et qui a été construit sous cet auspice. Personne n'en est responsable, c'est pas une critique quand je dis ça, c'est un fait politique qui s'inscrit dans un moment d'histoire politique. Eh bien, il faut se remettre en question. C'est pour ça que je reparlais du mouvement social des retraites et de la façon assez sévère dont les Français, et je le regrette, ont jugé la NUPES dans ce moment qui aurait dû pourtant fédérer le peuple dont vous parlez. Le périmètre politique, en clair, dont nous avons besoin pour gagner, est un périmètre au moins 2 fois plus large que celui de la NUPES en 2022. C'est ça le fait politique. Et soit on affronte cette réalité-là tranquillement pour vraiment gagner, soit on se contente d'être dans une stratégie du statu quo, de dire NUPES, NUPES, NUPES en 2027, en 2032 ou que sais-je. Donc moi, j'ai pas de problème avec la NUPES en soi. J'ai un problème avec quelle est la stratégie qui nous permet de gagner en 2027. Et pour moi, la phase intermédiaire des européennes 2024, la meilleure façon de planter les graines, c'est de l'étendre, le spectre politique. Et je pense que nous l'étendrons plus en défendant chacune et chacun nos différences, pas nos incompatibilités, nos différences, pour avoir un échelon qui nous projette réellement vers une victoire possible en 2020. Réponse, s'il vous plaît, très courte. Pour moi, la stratégie pour gagner pour 2027, c'est de faire du commun. Et faire du commun, ça passe par les prochaines échéances électorales. Faire du commun, ça passe aussi par une campagne qui nous permet pas d'exacerber nos divergences, mais plutôt d'essayer de souligner nos convergences pour assurer notre crédibilité pour 2027. C'est un enjeu, en effet, d'être crédible et on doit y travailler collectivement. Et quand j'entends l'extension de la NUPES, oui, à des militants syndicaux, associatifs, à des gens qui ne votent pas, mais à des organisations politiques, je me vois mal le faire avec Bernard Cazeneuve. Mais c'est vrai qu'il faudra continuer à étendre la NUPES, mais je pense que pour ça... Mais pour ça, je pense qu'il faut le faire en partant de la base, parce que parfois, on est dans des logiques d'appareil, dans les groupes politiques, les organisations politiques, et je pense qu'il y a une forte aspiration à la suite de la création de la NUPES à continuer cette aventure, à la solidifier, raison pour laquelle nous sommes pour la structurer, raison pour laquelle nous sommes pour des adhésions directes localement, ce qui permet d'attirer des personnes qui ne se retrouvent dans aucune des 4 organisations politiques, et je l'admets, que des gens peuvent venir, la NUPES c'est très bien, les Insoumis vous ne me faites pas rêver, mais ensemble, la NUPES peut réussir à capter en effet ces différents univers, et en effet on aura besoin de ça pour 2027. Ok, juste toute dernière 2 petites questions, une question chacune. Le calendrier côté ELV, puisque j'ai dit en début d'émission que vous étiez candidat à devenir le chef de file des européennes. Donc c'est juillet, c'est ça, ou c'est plus tard la décision? Donc il y a Marie Toussaint qui est aussi candidate. Il y a Marie Toussaint qui est également candidate. Une autre copine qui s'appelle Majdoulin Zbaï de la région de Lille. Alors quand est-ce que c'est tout ça, côté calendrier? A priori, sera réglé autour du 10-12 juillet. S'il n'y a pas d'accord d'ici là ou de renversement de la table. C'est bientôt le 10 juillet. Hein. Oui, j'entends bien. J'espère pas te convaincre même au-delà. Manon Aubry, côté LFI, c'est quoi si jamais il n'y a pas d'accord, ce qui semble quand même le plus probable, on en est où et est-ce que vous êtes candidat? Alors, à l'heure actuelle, il y a une votation qui est ouverte au sein de la France Insoumise pour un texte d'orientation qui justement appelle à une liste commune aux européennes comme une stratégie privilégiée. L'issue du vote sera connue le 28 juin, ce qui nous permettra de savoir ce que pense la base des militants insoumis. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va entamer le travail programmatique qui va se dérouler jusqu'à l'automne et qui, on l'espère, peut donner l'occasion d'autres débats de ce type pour voir s'il y a des convergences programmatiques. Donc les listes. Et donc la liste, ce sera probablement pas avant la fin de l'année, début d'année prochaine, ce qui permettra d'envisager différentes options. Vous êtes mais candidate? jusqu'au bout... Vous êtes candidate?
je suis candidate à ce qu'on crée une liste commune de la D'accord, NUPES. ok, on se Et fera pas. vous voyez que je plaide pas pour ma paroisse, puisque on a proposé une liste commune de la NUPES qui pourrait être emmenée par un écologiste, donc pas par moi. Ce qui prouve que parfois on peut mettre un peu ses égos de côté pour le bien commun. Mais en tout cas, je mènerai les travaux de la France Insoumise pour élaborer le programme et pour faire en sorte que la NUPES aille quand même le plus loin possible, quel que soit le scénario. Ok, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à vous. Et suite des débats à l'automne. On vous au réinvite printemps pour prochain, etc. les débats Merci programmatiques. beaucoup. On essaie de suivre tout ça. On essaiera de donner évidemment la parole aux deux autres parties de la NUPES dans les mois à venir sur ces débats. À bientôt sur Mediapart.